Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Merci de nous retrouver pour une nouvelle recette de l'été, c'est l'épisode 94, ou 94 pour les Français. Vous écoutez Parler Cuisine, le podcast qui vous donne toutes les techniques pour faire la cuisine comme les pros, avec des conseils donnés par un cuisinier professionnel, un formateur de cuisinier, j'ai nommé Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc et bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc votre hôte aujourd'hui, c'est moi de nouveau, Marc. Et je vous retrouve comme ça en plein milieu de l'été caniculaire de l'Europe. On est en train de subir une sécheresse sans précédent, Dans le pays où je réside, il n'a jamais fait aussi chaud que depuis 1940. Et je crois qu'en Belgique, c'est depuis 1976. Oui, tout à fait. On est en train de battre des records de nouveau. Ouais. Mais chaque année, on bat des records, en fait. Donc finalement, c'était pas une mauvaise idée de faire une série sur les repas en plein air et les barbecues, et les recettes d'été, parce que finalement, j'en ai jamais fait autant que cette année. Quoique des barbecues, quand il fait trop chaud dehors, ce n'est pas agréable non plus, hein. Oui, mais disons qu'on décale l'heure du repas un peu plus tard, quand le soleil commence à se coucher ou que ça commence à devenir un peu agréable, quand il y a un petit air, une petite brise d'air comme ça. Et donc, on va vous parler de soupe au pistou. C'est ça ? Exactement, la soupe au pistou. Alors, je ne sais pas pour des personnes qui habitent évidemment le midi de la France, la soupe au pistou, c'est un tout grand classique, c'est quelque chose qui est connu, hein. Quand on habite dans d'autres régions de France, je dirais au nord de la Loire, ben ça devient déjà quasiment un plat exotique. Et puis forcément, quand on habite à l'étranger comme nous, c'est-à-dire hors de France, c'est carrément quelque chose qui vient du bout du monde. Alors sans exagérer, je suis allé voir quand même un petit peu ce qu'on racontait sur la soupe au pistou. Et c'est vrai que c'est un potage qui a le mérite de pouvoir se manger l'été, mais aussi de devoir se manger l'été. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Alors si on veut définir la soupe au pistou, nous dirons que c'est un repas à lui tout seul, hein, parce qu'on a dit qu'on allait faire de la cuisine d'été, on a fait, disons, des thèmes sur le barbecue, mais il n'y a pas que le barbecue qu'on peut manger en cuisine d'été, il y a la soupe au pistou. Alors pourquoi est-ce qu'on doit absolument la manger, ou la réaliser traditionnellement en tout cas entre le 15 juillet et certains des puristes vont même dire le 1er août? Eh bien parce qu'on fait appel à des produits qui ne sont à leur maturité d'utilisation pour faire le potage qu'à ce moment-là. Alors maintenant, évidemment, il y a le réchauffement climatique, il y a le changement des saisons, il y a aussi le fait que de plus en plus l'agriculture nous permet d'étaler des produits dans le temps. Hein, néanmoins, je vais quand même vous raconter une petite anecdote. Je suis à la recherche de cassis pour faire une confiture super qui est composée de cassis, de cerises et de framboises. Je n'arrive pas à trouver du cassis. Ou bien on me dit que la saison est déjà passée, et alors là je suis un peu étonné parce que ça voudrait dire que le cassis il n'est accessible dans les étals que pendant 8 jours. Et je me rappelle, étant enfant, ma grand-mère avait des buissons, avait des cassissiers, et on pouvait cueillir du cassis pendant plusieurs semaines sans aucun problème. Enfin voilà. Non, je confirme parce que j'ai des cassis dans mon jardin, et oui. Effectivement, on les a récoltés plus tôt cette année. Mais je vois que les moissons ont même lieu, ont déjà commencé en début juillet. Oui, tout à fait. Les moissons sont facilement 3 semaines, 4 semaines plus précoces qu'anciennement, hein. Mais surtout qu'avec la chaleur qu'on a eue cette année, les moissons ont commencé plus tôt. Et chose assez étonnante, on commence à avoir des feux, ce qu'ils appellent les wildfires, des feux de forêt. Ou des feux, oui. Des feux de champ. On a eu un champ qui a brûlé ici dans la région où j'habite. 200 hectares de blé. De froment, sans doute, de blé, voilà. Enfin, ça a l'air d'être des céréales. C'était déjà bien doré, c'était prêt à être récolté. Je vois qu'ils travaillent jour et nuit à récolter ça. Ils n'ont pas été assez vite. Il y a un champ qui a brûlé complètement. Bon, je suis un peu triste pour ces gens-là. Mais je vois qu'on a même des feux de forêt jusqu'au nord du cercle polaire arctique. Ce qui est ce qui est quand même assez exceptionnel, hein. Ouais, voilà. On va dire que tout ça, c'est la faute à Donald Trump, hein. Allez, on va le voir comme ça. Mais nous sommes peut-être aussi un petit peu responsables. Alors, c'est un potage, donc, c'est un potage taillé. C'est un potage, c'est plutôt une soupe en réalité, hein. Je rappelle que la différence entre une soupe et un potage, c'est que généralement les soupes sont mixées, les potages sont mixés, tandis que les soupes contiennent des éléments apparents. Et c'est donc un potage au sens général du terme, mais qui était pris traditionnellement en repas du soir. On le réalisait pendant la journée, on le cuisait, et on prétend qu'il est meilleur quand il est réchauffé. Alors c'est comme pour toute une série de rata et de ragoûts, hein, dont on prétend qu'ils sont meilleurs une fois qu'ils sont réchauffés.
Alors c'est un petit peu, je dirais, c'est un petit peu mythique, mais les puristes vous diront que c'est effectivement le cas. Alors quelle est la grande composition ou la grande caractéristique de cette soupe? Eh bien, c'est qu'elle contient majoritairement des haricots, et c'est là qu'intervient cette notion de calendrier, parce que vous avez à la fois des haricots frais, mais également des haricots en grains frais, ce qui est quand même plutôt rare. Nous connaissons tous les haricots secs, qu'on trouve dans le commerce par 500 ou par 1 kilo, qu'on doit éventuellement faire tremper, qu'on doit cuire très longuement dans de l'eau la moins riche possible en sels minéraux, et on doit les faire cuire relativement longuement. Pourquoi? D'abord parce que les haricots secs sont toxiques, on ne le sait pas suffisamment, il y a des toxicités diverses. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle en France, populairement, on rencontre plutôt des haricots blancs, parce qu'on croyait à tort que c'était les haricots colorés qui étaient plus toxiques. Donc voilà, il faut faire cuire les haricots. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ce qu'il faut évidemment, c'est les cuire correctement et les cuire suffisamment longuement. Et alors l'avantage de la soupe au pistou, c'était que on récoltait donc ces haricots à écosser lorsqu'ils étaient encore frais sur le plant, de sorte qu'ils n'étaient pas encore séchés. Ce qui voulait dire qu'ils cuisaient beaucoup plus vite. Ils cuisaient, je dirais, 2 ou 3 fois plus vite que des haricots qu'on avait laissés sécher. Et c'est la raison pour laquelle, pour une question de calendrier, on part du principe que la véritable soupe au pistou réalisée de manière tout à fait traditionnelle avec des haricots qu'on écosse soi-même ne peut être mangée quasiment que du 15 juillet au 1er août. Il y a évidemment, et ça je vais quand même vous donner l'astuce, c'est la manière d'utiliser, il faut quand même bien dire, de la conserve, où là vous avez des haricots de plusieurs variétés qui sont en conserve, qui sont déjà cuits, donc vous n'avez plus ce problème de la saison et vous n'avez plus ce problème de devoir les écosser vous-même et vous référer à un calendrier extrêmement serré. Néanmoins, si vous avez la chance de disposer donc des haricots dont je vais vous parler frais et que vous les écossez vous-même, c'est évidemment le must, c'est évidemment l'idéal. Mais quelle différence entre la soupe au pistou et les spaghettis au pesto? Alors, il y a le mot pistou et il y a le mot pesto. Alors, les deux mots ont une origine, je vais dire, similaire, mais on croirait à tort. Je vous dis tout de suite, donc, dans le pesto, c'est originaire de la région de Gênes, donc en Italie, et vous avez en gros de l'ail, vous avez de l'huile d'olive, vous avez du basilic, et vous avez des pignons de pain et un peu de fromage. Généralement, c'est un fromage de chèvre ou de brebis séché. Et puis vous avez le pistou qui lui est provençal, mais il y a forcément une communauté de langue, on en parlera dans quelques instants, qui lui contient en principe de l'huile, du basilic, de l'olive, qui ne contient pas de fromage et qui ne contient pas de graines de pignon de pain, mais qui contient un peu de tomate. Alors c'est un petit peu normal que les deux mots aient des analogies. Pourquoi? Parce que la Ligurie, qui est la région italienne qui entoure le golfe de Gênes, est dans le prolongement direct de la Côte d'Azur, et que jusqu'au règne de Napoléon III, cette partie-là de la France, qui est donc qui sont les Alpes-Maritimes actuellement, donc la région de Nice, Menton, etc., faisait partie du royaume de Piémont-Sardaigne. C'est pas donc, la Savoie? C'était la Savoie, mais quand il y a un même souverain et qu'il y a d'un point de vue dialectal, je parle pour la région, disons, de Nice, etc., quand il y a un dialecte qui s'apparente, je dirais, à l'italien, pour faire simple, vous avez forcément une communauté à la fois de langage, mais également une communauté de cuisine. C'est normal. La cuisine d'un lieu, il n'y a pas une frontière qui coupe matériellement une cuisine d'une autre cuisine. Vous avez par contre des glissements dans les recettes. Et alors, le mot pistou ne désigne pas, comme on le croirait à tort, le basilic qui entre dans la composition de cette sauce, mais désigne le mortier, donc le pilon qui servait à réaliser ce qu'on a appelé ultérieurement le pistou. Donc le pistou, ce n'est pas le basilic comme on le croit. Alors je suis allé chercher chez mon marchand de 4 saisons préféré une belle plante, un beau pot de basilic. Alors il y a le basilic à grandes feuilles et le basilic à petites feuilles. Donc j'ai pris le basilic à petites feuilles. Ah, mais qui me dit, voilà, c'est un pistou. Bon, je n'ai pas voulu le reprendre, mais en réalité, le pistou, à l'origine, ne désigne pas le basilic, mais bien le mortier, qui était soit un mortier en bois dur de type olivier, soit un mortier en pierre, qui à l'origine était destiné à écraser l'ail, à écraser le basilic, pour réaliser cette sauce. Alors maintenant, évidemment, on a des mixeurs, donc la ménagère d'aujourd'hui utilisera beaucoup moins le pilon et le mortier, et fera quand même de la soupe au pistou, même si elle utilise un mixeur. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme ingrédients principaux? Alors, vous avez d'une part des haricots frais à couper, et vous avez d'autre part des haricots frais à écosser, qu'on remplacera bien entendu par de la conserve, si on n'a pas l'occasion de s'en procurer. Alors,
pour 8 personnes, qu'est-ce que nous allons utiliser? Nous allons utiliser une poignée de haricots verts. Alors, pour cette recette-ci, je vous donne les choses en poignée et pas en poids, parce que ça ne veut rien dire si je vous les donne en poids. Vous risquez d'être tenu à utiliser un grammage, je dirais, millimétré, pesé, alors que ça n'a pas d'importance. Quand la ménagère se rendait dans son jardin ou au marché, elle prenait une poignée de haricots. Elle ne demandait pas 200 ou 225 grammes de haricots. Mais pour vous donner une idée, c'est effectivement l'équivalent de entre 200 et 250 grammes selon la poignée que vous formez. Selon que vous avez des petites ou des grandes mains. Des petites ou des grandes mains, selon que vous avez, disons, des envies d'appétit ou pas. Donc, une poignée de haricots verts frais. Alors, une poignée de haricots beurre. Alors, les haricots beurre, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des haricots frais, mais qui sont de couleur, je dirais, blanc jaunâtre, et qui donc portent ce nom-là parce qu'ils ont quasiment la même couleur que le beurre. Vous prenez également des haricots mange-tout. Ce sont donc des haricots plats dont on peut manger aussi bien, je dirais, la cosse que les petites graines à l'intérieur. Mais non écossais, alors? Il ne faut pas les écosser, non. Alors, si vous n'en trouvez pas, vous trouverez quand éventuellement ce qu'on appelle des haricots lames, des haricots épais, des haricots hollandais, des haricots à couper. Ce sont des grands haricots qui font parfois 20-25 cm de long pour une largeur d'approximativement 3 cm et que l'on mange également entier. Il suffit de les couper en biseaux. Donc ça, c'est pour les haricots, disons, frais standards traditionnels. Et puis, si vous avez la chance de trouver des haricots frais à écosser, mais là, il faut quasiment vous trouver dans le Midi ou bien vous trouver dans un endroit où il y a des marchés aux légumes qui sont extrêmement bien achalandés. Là, vous allez prendre des haricots blancs. Vous allez prendre des haricots de type borlotti. Ce sont des haricots qui sont marbrés. Généralement, ils sont blancs avec des zébrures de type rouge fuchsia. Et puis, vous pouvez prendre également des haricots rouges. Alors ça, c'est dans l'optique où vous avez la chance de pouvoir en disposer. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous en prenez de nouveau une poignée de chacun. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous achèterez dans votre supermarché préféré une petite boîte de chacun de ces haricots. Donc, on trouve des haricots rouges en conserve, on trouve des haricots blancs, on trouve des haricots de type borlotti, donc des haricots marbrés. Prenez une marque que vous connaissez, ou en tout cas une bonne marque. Pourquoi? Parce que l'idéal, c'est que les haricots soient entiers, qu'ils ne soient pas abîmés. Et quand on achète parfois des haricots en sous-marque ou en produit, disons, trop générique et trop bon marché, on a, disons, des haricots qui sont un peu compotés dans la boîte, et alors on a beaucoup de mal pour les égoutter, pour les rincer, parce que vous avez une partie des haricots, une partie du féculent qui s'en va dans la passoire. Donc, prenez des haricots d'une bonne marque, c'est-à-dire d'une marque où ils sont bien cuits, mais en tout cas entiers. Alors, il n'y a pas que des haricots dans ce potage. Vous avez également besoin de pommes de terre, 3 pommes de terre, l'équivalent d'une tasse de pâtes. Alors les pâtes, ce sont des pâtes pour potage de type cornette, donc des pâtes de petite dimension, pas des spaghettis ou pas des cannelloni ou des choses comme ça, donc des pâtes de petite dimension, des pâtes individualisées, disons, qui cuisent rapidement. Donc ce sont des pâtes qui vont tenir par la suite dans votre cuillère lorsque vous mangerez le potage. Guy, ça peut être des alphabets? Alors ça peut être des alphabets. Traditionnellement, ce ne sont pas des alphabets. Ça pourrait être des alphabets, mais par contre, les alphabets sont un peu petits par contre. Ah bon, ok. Les alphabets, ce sont des pâtes qu'on va plutôt mettre dans les bouillons. Or ici, il faut bien se rendre compte qu'on appelle ça une soupe au pistou, mais en réalité, ça ressemble plus, je dirais quasiment à un rata. Le potage peut être tellement épais que la cuillère, quand on dit qu'elle tient dedans, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Vous pouvez aller voir sur Internet certaines photos, et vous verrez que si vous avez un bol d'une certaine profondeur garni de ce potage, vous pouvez planter votre cuillère dedans, elle risque de tenir debout. Ça ne sera pas de la purée à la fin. Vous allez encore avoir la distinction entre les différents produits. Mais c'est vraiment un plat consistant au point de servir de repas principal. Vous n'avez pas besoin de manger autre chose, de faire un barbecue après, par exemple. Là, ce n'est pas une entrée, c'est un plat lui tout seul. Et alors, ça date en fait de l'époque où le soir, on faisait un repas plus simple et on soupait. Alors, le vocabulaire en français a un petit peu glissé d'un point de vue sémantique, et on a gardé par contre au nord de la France, en Belgique entre autres, le terme de souper pour désigner le repas du soir. Alors tout ça, c'est un peu plus long à expliquer, je ne vais pas le faire aujourd'hui, vient du fait qu'à l'époque de Louis XIV, les repas ont été pris de plus en plus tard le soir, de sorte que le dîner, qui comme son étymologie l'indique était pris à midi, a fini par se prendre dans l'après-midi de plus en plus tard, et a fini par se prendre finalement le soir. Et alors le déjeuner, qui était, comme son nom l'indique très justement, le repas que l'on prenait après avoir fait le jeûne de la nuit, qu'on prenait au matin en principe, a fini lui par être décalé et se prendre à midi, et il fallait bien trouver un nom pour le petit déjeuner,
et on l'a appelé petit pour dire que c'est le premier repas qu'on faisait dans la journée. Oui. Donc je dirais qu'encore pour une fois, le vocabulaire qu'on emploie encore en Belgique est plus logique avec la réalité des heures de prise du repas que la France, on a tout décalé d'une demi-journée. Voilà. Mais enfin voilà, ça c'est pour la petite histoire. Disons qu'en Belgique, on parle le vieille France. Non, on parle vieille France pour toute une série de choses, mais on est en tout cas resté logique par rapport aux heures des repas. Hein. Voilà, oui. Bon, bref, tasse de pâte. Alors, c'était donc des pâtes, je disais une tasse de cornette par exemple. Oui. Mais alors, il y a quelques autres légumes qui interviennent. Hein. Vous pouvez mettre un oignon, vous pouvez mettre également 2 tomates, 1 courgette et 2 ou 3 carottes. Et la règle veut qu'en principe, dans la soupe au pistou, on ne mette que des légumes d'été. Hein. Alors, les oignons, bon mon Dieu, on en trouve en toute saison, mais c'est aussi un légume de printemps ou d'été, hein, pour les jeunes oignons en tout cas. Les tomates, forcément, on les trouve en été. À savoir que la tomate est une introduction relativement récente dans l'alimentation en Europe, parce qu'elle était considérée comme toxique. Alors, je n'ai pas fait de recherche précise pour savoir à partir de quand la tomate a cessé d'être toxique, quoique j'en ai déjà lu l'histoire. Hein. Mais ce n'est donc pas un plat, en tout cas un élément des plats traditionnels de la cuisine méridionale française, comme on le croit à tort. Hein. L'intégration de la tomate dans l'alimentation humaine, c'est une histoire d'à peu près 150 ans, entre 150 ans et 200 ans maintenant. Hein. À peu près comme les pommes de terre, parce que c'est la même famille que les pommes de terre, la tomate. Oui, tout à fait. Mais je pense que la tomate, c'est encore plus récent que la pomme de terre, parce que la pomme de terre, c'est sous le règne de Louis XV. Hein. Oui. Tandis que la tomate, c'est encore resté une plante ornementale beaucoup plus longtemps, parce qu'elle était vraiment accusée de tous les noms. Et c'est vrai que comme elle fait partie de la famille des pommes de terre, elle est toxique pour le restant de la plante, hein, pour les feuilles, les branches, les rameaux, etc. Est-ce qu'on la donnait pas à manger aux animaux? Je ne sais pas. La pomme de terre, on l'a donnée à manger aux animaux, ça c'est sûr. Oui. La tomate, je pense qu'elle n'était cultivée finalement que pour ses variétés ornementales. Hein. On plantait ça dans des parterres et on avait comme ça des beaux fruits rouges ou des beaux fruits dorés. Hein. N'oublions pas que maintenant on mange essentiellement des tomates qui sont rouges, mais qu'à l'origine, la tomate, elle existe dans toutes les couleurs. Alors ça revient un petit peu à la mode maintenant, Comme les poivrons. avec des tomates jaunes, avec des tomates vertes, etc. Mais la tomate, son nom originel, c'est la pomme d'or. Hein. Ah oui. Donc à l'époque, c'était des tomates qui étaient jaunes quand elles étaient ornementales. Hein. En italien, on dit bien pomodoro. Et on dit encore pomodoro, pomodori quand elles sont au pluriel. Tout à fait. Donc, le fait que les tomates soient rouges, c'est un peu comme pour les carottes. Hein. Les carottes, elles sont rouges-orangées maintenant. Elles ne l'ont pas été. Elles ne l'étaient pas au Moyen-Âge. Elles étaient blanches. Hein. Elles ressemblaient d'ailleurs aux panais dont elles sont une sœur très proche. Hein. Alors, donc, je disais donc un oignon moyen. Alors, quand on dit un oignon moyen, qu'est-ce que c'est? C'est un oignon de la taille d'une petite pêche, par exemple. 2 tomates moyennes, la même chose, je ne dois pas expliquer. Il y a des très grosses tomates, bon, là, vous n'en prenez plus qu'une, mais sinon, c'est 2 tomates moyennes, et si vous êtes un petit peu en dehors de la taille standard, ce ne sera pas un drame. La courgette, une courgette, c'est de nouveau une courgette de taille moyenne, mais là, j'insiste quand même un petit peu plus, parce que la courgette, elle doit rester correcte. Qu'est-ce qu'une courgette correcte? C'est une courgette qui n'est pas trop large, donc moi je dis toujours un maximum de 4-5 cm au maximum, parce qu'après la courgette elle cesse d'être bien verte, hein, elle grossit, elle devient disons vert clair, puis après finalement elle devient jaune brun parfois, la peau bien comme du cuir, et surtout à l'intérieur il n'y a plus que de la mousse avec des graines dedans. C'est normal, quand nous récoltons la courgette pour l'alimentation humaine, c'est une courgette qui n'est pas encore mature, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Lorsqu'elle est mature, la courgette, elle est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus large, et elle contient des graines en vue de sa reproduction pour l'année suivante. Donc, on doit cueillir des courgettes quand elles sont encore avec une peau très fine, parce que l'intérêt, c'est de manger la peau et de manger l'intérieur. Si vous devez commencer à éplucher la courgette, comme on le voit dans certaines recettes, et si vous devez commencer à la vider, à la creuser pour enlever toutes les graines, ça n'a pas d'intérêt. Donc une courgette la plus petite possible, et si elles sont trop petites, vous en prenez 2. Alors donc les 2-3 carottes, même chose. Hein. Vous pouvez prendre, disons, des carottes bottes, qui sont généralement des carottes primeurs, ou des carottes, disons, qu'on appelle de conservation. Lorsque ce sont des carottes qui sont très jeunes, le gros avantage, c'est que vous n'êtes même pas obligé de les peler. Vous coupez simplement les bouts, la petite partie de la pointe au niveau de la racine, vous les brossez avec une petite brosse à légumes et l'affaire est faite. Vous n'êtes pas obligé de les éplucher. Donc, on a parlé des féculents. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre dans ce potage? Est-ce qu'il n'y a pas d'ail dedans, parce que c'est la saison Alors, aussi. il y a l'ail, mais j'allais vous en parler parce que je n'ai pas encore donné les ingrédients du pistou, ça je le donnerai après.
Alors, on peut mettre de l'ail dans le potage, mais comme l'ail intervient dans l'accompagnement, moi, je préfère le mettre dans l'accompagnement de manière à ce que chacun en prenne autant qu'il veut. Ok. Donc, celui qui n'en veut pas trop, il n'en prend pas trop à ce moment-là. Oui. Par contre, comme j'ai expliqué que c'était un potage qui servait de repas complet, on peut y mettre des protéines. Alors, si vous allez sur les sites où on vous parle de soupe au pistou, vous verrez, il y a des recettes sans carottes, il y a des recettes avec carottes, il y a des recettes sans oignons, des recettes avec oignons. Moi, je choisis d'en mettre, mais il y a aussi des recettes avec lard ou sans lard. Et c'est le lard qui va apporter, je dirais, le complément de protéines à votre ration. C'est la seule viande qu'on met dedans? Alors, c'est en principe la seule viande, je dis bien en principe, et c'est sous forme de lard salé, non pas du lard fumé, puisque le lard fumé est un lard, je dirais, septentrional, un lard du Nord. Hein. Quand on est dans le Midi, on conserve les viandes avec du sel. Quand on est, je dirais, au-dessus de la Loire, on commence à les conserver par la fumée. Et le sel aussi, mais dans une moindre mesure. Donc, on met du lard salé, alors l'équivalent de 3 à 400 grammes. Du moment que vous avez entre 40 et grand maximum 50 grammes par personne, vous avez suffisamment, puisque le complément de protéines de votre repas va être apporté par les légumineuses, donc par les haricots, qui contiennent aussi des protéines. Alors, il vous faut quoi? De l'huile d'olive, hein, bien sûr, puisque c'est dans le Midi qu'on va cuisiner, donc c'est de l'huile d'olive et bien entendu du bouillon. Alors traditionnellement la recette se mouillait à l'eau, hein. C'est quand même meilleur quand on met du bouillon plutôt que de mettre de l'eau. Vous mettez ça sous forme de bouillon cube, de bouillon de volaille. Je rappelle, c'est toujours l'équivalent de un bouillon cube pour un demi-litre d'eau de mouillement, la dose qu'il faut utiliser. Ça pourrait être un autre cube? Ça pourrait être éventuellement du bœuf, hein, mais bon, je vais dire que traditionnellement les potages se mouillent avec ce qu'on appelle du fond blanc. Alors un fond blanc, qu'est-ce que c'est? C'est un fond qui est réalisé avec des os de bœuf, mais qui n'a pas été coloré. Ça, c'est le fond de base pour mouiller les potages. Alors la ménagère a beaucoup plus de mal à trouver ce fond-là dans le commerce, ou alors elle l'achète dans des petits bocaux et elle paye vraiment ce qu'on va dire la peau des fesses, et ça n'en vaut pas la peine. Donc quand on ne trouve pas, disons, de fond blanc à un prix intéressant, on utilise tout simplement du fond de volaille. Maintenant, petite remarque, parce que j'ai acheté ici, j'ai refait un petit stock de ces fonds en cubes, toutes les marques ne se valent pas. Vous avez, j'ai eu vraiment l'expérience, vous avez des fonds où pour mouiller 2 litres de liquide, vous mettez vos 4 cubes, ça ne pose aucun problème, c'est correctement salé, il y a pas de drame. Et puis vous en avez d'autres où vous ne devez en mettre que 3 tellement ils contiennent du sel. Alors je ne vais pas citer de marque parce que je dirais que ce ne serait pas bien, mais en réalité, la couleur du paquet. Vous avez des marques qui sont moins chères. Vous regardez comme ça tout simplement sur le paquet la teneur en sel, et vous avez des marques qui sont un peu plus de 50% de teneur en sel, ce qui est correct. Et puis vous avez d'autres marques qui sont à plus de 70% de teneur en sel. Forcément, le sel ne coûte rien, il est vendu cher. C'est du sel parfumé qu'ils vendent là. C'est du sel parfumé. Alors vous allez dire qu'à ce moment-là, vous achetez plutôt du sel que plutôt du bouillon. Hein. Ah oui. Or, ce qu'on cherche, c'est le goût bouillon, ce n'est pas le sel, évidemment. Oui. Et alors, on retrouve ça dans les marques, je dirais les marques génériques très souvent, des bouillons comme ça qui sont très salés, qui ont peu de goût. Donc, soyez prudents, regardez quand même. Il y a des marques de référence qui sont des marques qui ont pignon sur rue, et puis vous avez des marques un petit peu moins intéressantes qui vont vous vendre du sel à la place de vous vendre du bouillon. Comment va-t-on procéder? Alors, ce n'est pas compliqué du tout. Vous allez commencer par nettoyer vos légumes frais. Alors, les haricots verts, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les 2 extrémités. Alors, traditionnellement, ça se fait au doigt. Pourquoi? Parce que ça permettait d'enlever les fils qui se trouvaient latéralement. Donc, on croquait le haricot à la fois du côté de la petite queue et du côté du pédoncule de manière à enlever les fils. Maintenant, ça devient un petit peu obsolète parce qu'on a créé des variétés de haricots qui étaient quasiment dépourvus de fils. Néanmoins... Une petite question. Oui. Il n'y avait pas du basilic aussi dans tes ingrédients? Ah non, le basilic, c'est pour faire le pistou, mais ça, j'ai dit, je donnais la formation après, donc c'est l'accompagnement. Hein. Okay. Donc ici, c'est le potage. Oui. Pardon, oui. Donc, non, il n'y a pas de mal. Donc, les haricots, donc, vous les équeutez, vous les effilez. Chose que j'interdisais à mes élèves, mais que je fais maintenant parce que je viens de vous expliquer pour une autre raison, c'est que vous allez couper les haricots en petits morceaux d'1 centimètre. Donc même s'il restait du fil dedans, ça n'aura aucun impact sur votre, ni sur votre digestion, ni sur votre dégustation. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut très bien couper les bouts au ciseau, hein, et puis après couper les haricots en petits sifflets d'à peu près 1 centimètre. Même chose pour les haricots beurre, même chose pour les mange-tout. Donc tu veux dire que tu ne les écosses pas, les haricots, tu les gardes dans Non, là je les laisse tout à fait entiers, je ne fais que les couper. Ok. Alors, si vous avez maintenant réussi à trouver les haricots, je dirais, à écosser frais, là c'est pas compliqué, hein.
il y a une couture sur le haricot, vous introduisez, je dirais, l'ongle du pouce dedans, vous fendez le haricot et vous faites sortir les graines et vous les récupérez. Voilà, malheureusement, ce qu'on appelle les fans, donc les cosses de haricots, ce sera pour donner aux poules et elles les mangeront. Éventuellement, si vous avez la chance, mais ça il faut quasiment les avoir dans son jardin, d'avoir ces variétés de haricots-là en les ayant très frais, donc immatures. Alors, en réalité, il faut savoir que le haricot, quand on veut le consommer entier, on doit le cueillir 40 jours après la plantation. Ah oui. Donc, le calendrier est assez strict. Quand on va au-delà, le haricot commence à dessécher. Quand on veut consommer le haricot entier, on dirait que c'est 40 jours. Et alors, les haricots, comme ils craignent extrêmement les gelées, même les gelées, disons, de moins 1 degré, on ne peut les planter en principe qu'après le 15 mai. Donc, faites un peu le compte. Vous plantez vos haricots le 15 mai, vous ajoutez un mois, vous vous trouvez au 15 juin. Vous ajoutez encore 10 jours, vous vous trouvez quasiment début juillet. Donc, on est un petit peu dans l'idée que je vous ai racontée. Le mois de juillet, on les trouve à l'état frais, et puis après, ils vont forcément commencer à sécher, donc ils ne pourront plus être qu'écossés. Donc, vous écossez vos haricots, et puis vous les gardez. Si vous n'avez pas de haricots sous cette forme-là, je rappelle, boîte de conserve avec au moins 3 variétés, de manière à mettre de la couleur. Alors, l'oignon, vous allez le laver après l'avoir épluché. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit laver un oignon après l'avoir épluché, d'après vous? Or, on est en train de le nettoyer. La partie qui va être consommée n'est pas en contact avec l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de laver un oignon et de le faire le plus soigneusement possible? C'est déjà pour enlever les saletés, parce que moi, quand je pèle mon oignon, il reste toujours un petit bout de peau. Et c'est aussi peut-être pour éviter qu'il pique les yeux. Oui, et bon, le fait de le passer à l'eau, évidemment, va empêcher qu'il ne pique. Mais surtout parce que même un oignon qui est sain, ou qui apparaît comme sain, et ça, c'est le même pour l'échalote, très régulièrement, on se rend compte qu'en dessous de la peau brune qu'on a enlevée ou de la peau jaune qu'on a enlevée, lorsqu'on est sur la chair même de l'oignon, dans les petites stries qui se trouvent là, il y a parfois des moisissures bleues ou des moisissures vertes. Il faut parfois regarder quasiment avec une loupe. Néanmoins, le fait de les laver à l'eau, de les passer sous un filet d'eau et de frotter avec la pulpe du pouce pour enlever, je dirais ce qu'on prend parfois pour des saletés, mais qui en réalité sont des moisissures, c'est une chose qu'il vaut mieux faire. Donc on lave convenablement l'oignon, et lui on va le couper en morceaux d'à peu près 1 centimètre de section. Alors les tomates, on les lave bien entendu. Alors 2 options. Soit on veut faire un potage, je dirais, de type gourmet. À ce moment-là, vous émondez vos tomates, mais il faut quand même bien admettre que c'était au départ une soupe populaire, et qu'à l'origine, la ménagère, elle n'émondait pas ses tomates pour les mettre dans le potage en morceaux. Si on veut faire chic. C'est si on veut vraiment faire chic, exactement. C'est plus digeste quand c'est émondé. C'est-à-dire que oui, mais seulement il faut dire que la peau de tomate, lorsqu'elle va être coupée en petits morceaux et qu'elle va être cuite pendant un certain temps, bon, vous ne vous rendrez pas compte en principe qu'elle y est encore. Maintenant, celui qui est tout à fait sensible éventuellement aux peaux de tomate, il peut l'enlever, mais je vais dire que ça dépend un petit peu du degré de raffinement que vous voulez donner à votre potage. Alors la courgette, on enlève les 2 extrémités, bien entendu on lave sa courgette correctement. Il y a des recettes où on vous dit de peler la courgette, je viens d'en parler il y a quelques instants. Ça ne s'impose pas lorsque c'est une courgette, disons, bien verte et de qualité, vous laissez la peau. Là vous la coupez dans l'épaisseur en 3 ou en 4, ensuite en grandes frites, et puis après transversalement pour avoir aussi des petits cubes. Alors les carottes, comme j'expliquais tout à l'heure, quand elles sont jeunes, pas nécessaire de les laver, de les peler. Vous les lavez soigneusement, vous les brossez qu'une petite brosse à légumes, et vous coupez en paysanne. Alors une paysanne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous coupez généralement votre carotte en 4 dans le sens de la longueur, et puis transversalement, et vous avez des petits triangles, c'est ce qu'on appelle une paysanne. Alors les pommes de terre, bien entendu, on les épluche, on enlève les yeux, on les coupe en 2 ou en 4 dans le sens de la longueur, et puis on les émince en morceaux d'environ 5 mm d'épaisseur, 5-6 mm d'épaisseur. Voilà pour ce qui est des légumes. Vous allez me dire, il y a le lard. Alors le lard, de nouveau, il faut acheter le lard en tranches épaisses. Ici, quand je suis allé chez le boucher, c'était plutôt, disons, un magasin dans lequel il y avait une boucherie en réalité, j'ai demandé si on pouvait me couper du lard en tranches de 7-8 mm. On m'a dit, je vais demander au chef boucher. Et puis le chef est revenu en disant, écoutez, monsieur, nous ne recevons plus de lard entier que nous pouvons encore découper nous-mêmes, nous le recevons déjà conditionné dans des barquettes. Oh. Et alors, les barquettes où le lard était le plus épais, c'était du lard à 5 mm. Bon, mon Dieu, ça peut aller. L'idéal, c'est d'avoir du lard à 7 mm, par exemple, un petit peu plus épais.
Est-ce qu'on doit le découenner? De nouveau, c'est une question de rusticité ou pas. Traditionnellement, quand on veut faire les choses bien, on découenne le lard et on enlève ce qu'on appelle les croquants, c'est-à-dire ces petits bouts d'os tendres un peu blancs qui se trouvent dans le lard. Alors moi, j'ai une option un petit peu intermédiaire. En fait, j'enlève les croquants parce que ce n'est vraiment pas agréable d'abord d'avoir, disons, quand on doit couper le lard et qu'on bute sur les croquants, ça ne va pas bien. Deuxièmement, ce n'est pas agréable quand on les a en bouche, généralement on doit les recracher. Donc les croquants, je les enlève. Par contre, la couenne du lard, je la laisse de plus en plus. Pourquoi? Parce que dans toutes les préparations dans lesquelles elle entre, elle va donner du moelleux. Hein. N'oublions pas que c'est dans les couennes de lard que l'on prend la gélatine pour faire les bonbons. Hein. Donc, ça n'est pas du poison, ce sont des protéines. Lorsque c'est cuit, il n'y a pas de problème ni pour digérer ni pour avaler. Donc, généralement, quand on ne reçoit pas le roi ou le président des États-Unis, on peut laisser le lard, ça ne pose pas de problème. Par contre, vous allez le tailler en petits bâtonnets qui auront la même section que leur épaisseur. Hein, comme ça, vous avez quelque chose de régulier. Maintenant, la mise en pratique de tout ça. On met le lard dans sa casserole avec de l'huile d'olive et on fait rissoler un petit peu le lard quelques minutes. Alors rissoler, c'est sans grande coloration, hein, c'est vraiment un tout début de coloration. Et puis on ajoute les légumes qui vont pouvoir être mis à suer. Alors ce ne sont pas tous les légumes, hein. Ce sont uniquement les oignons, les carottes et la courgette. Les autres légumes viendront après. Alors vous les faites suer pendant quelques minutes, c'est-à-dire que vous mettez un couvercle, vous laissez cuire pendant 2 minutes, vous ouvrez le couvercle, vous remuez, vous remettez le couvercle, vous laissez nouveau cuire pendant 2-3 minutes, vous remuez, et l'affaire est entendue. Alors après, vous ajoutez les pommes de terre, vous ajoutez les tomates que vous avez mondées, vous ajoutez les haricots que vous avez coupés en morceaux, et vous mouillez un petit peu plus qu'à hauteur, parce que c'est un potage dont vous rectifierez la consistance par la suite, et vous mettez vos cubes de bouillon de volaille au moment où vous mouillez, en fonction de la quantité d'eau que vous avez ajoutée. Donc de là, je dirais l'intérêt de la mesurer au moment où vous la mettez dedans. Vous amenez à ébullition, et puis vous laissez frémir, hein, gentiment. Alors, est-ce qu'on peut mettre un bouquet garni dans ce potage-là? Bien souvent, les recettes ne le prévoient pas, mais ce n'est pas interdit. Donc, si vous mettez une feuille de laurier, une branche de thym, un petit peu de queue de persil, ficelé ou non, il n'y a pas de problème, ça ne sera pas du poison, au contraire, pour votre potage, et vous laissez cuire. Alors, traditionnellement, c'est un potage qu'on devait laisser cuire très longtemps lorsqu'on mettait des haricots écossais. Il fallait donc les cuire au moins une 40aine de minutes. Donc votre potage, il avait le temps véritablement de devenir ce qu'on appelle une soupe, parce que les pommes de terre, après 40 minutes, elles commençaient à se défaire. Parfois, les haricots commençaient à se défaire. Les haricots verts n'avaient plus de vert que le nom. Les mange-tout, n'en parlons pas. Un haricot mange-tout, il se cuit à peu près en 5 minutes. Donc, c'est un potage qui ressemblait plus, comme je disais, à une ratatouille. Hein. Or, avec la méthode que je vous donne ici, vous allez pouvoir le cuire nettement moins longtemps, c'est-à-dire au total une 20aine de minutes. Ce qui veut dire qu'après 10 minutes, vous allez pouvoir déjà rajouter les pâtes, puisque les pâtes, elles se cuisent à peu près en 10 minutes. Hein. Donc, vous cuisez pendant 10 minutes, vous rajoutez les pâtes, vous mélangez, vous regardez s'il y a encore suffisamment de mouillement, vous rajoutez éventuellement un petit peu d'eau chaude, et vous laissez de nouveau cuire 10 minutes, et votre potage est quasiment prêt. Qu'est-ce qu'il va rester à faire? Il va rester à rajouter les haricots en boîte. Alors, les haricots en boîte, vous les égouttez, vous les rincez, et vous les ajoutez à votre potage. Vous veillez à ce qu'il y ait toujours suffisamment d'eau pour que le potage soit agréable à manger. Vous rectifiez la consistance avec l'eau, vous rectifiez l'assaisonnement, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Moi, en général, quand je vais rectifier l'assaisonnement d'un potage et que j'ai mis des bouillons en cubes, je rajoute tout simplement, par exemple, l'équivalent d'un demi-bouillon cube que je vais friter entre mes doigts. Hein. Oui. Je ne rajoute pas du sel en tant que sel, je rajoute du bouillon qui est quand même meilleur. Donc la base de votre potage est prête, il n'y a plus qu'à, je dirais, le laisser en attente et réaliser le pistou. Alors le pistou, bien entendu, pendant que le potage cuisait, vous n'êtes pas resté avec les mains croisées, vous avez commencé à faire votre pistou. Donc qu'est-ce qu'on fait? Méthode traditionnelle. On a besoin d'avoir l'équivalent d'une botte de basilic, petite ou grande feuille, ça c'est au choix, qu'on va laver, qu'on va effeuiller bien entendu. On a besoin d'une tomate, on a besoin d'huile d'olive et on a besoin de quelques gousses d'ail. Alors les gousses d'ail, pour l'équivalent de 8 personnes, c'est l'équivalent de 4 à 6 gousses d'ail pour vous donner un peu une petite idée. Vous pourriez en mettre moins si vous n'aimez pas trop ce goût-là, en mettre plus si vous aimez davantage. Si vous faites ça avec le mortier traditionnel, vous mettez d'abord dans le fond du mortier les gousses d'ail et les feuilles de basilic et vous écrasez tout ça au mortier. Et puis vous allez monter progressivement, c'est que vous allez incorporer
huile d'olive progressivement à cette pâte. Alors, traditionnellement, lorsqu'on mettait de la tomate, on écrasait également la tomate. Donc là, à ce moment-là, on avait dû l'amonder, on avait dû l'épépiner pour n'ajouter que de la chair de tomate. Et on terminait, lorsque la tomate avait été incorporée, par rajouter un tout petit peu, l'équivalent d'une demi-louche de liquide de cuisson du potage. À ce moment-là, on avait un pistou qui était relativement liquide, hein, et on disait qu'on devait mettre la moitié du pistou dans le potage lui-même, en fin de préparation du potage, et qu'on gardait l'autre moitié pour que chacun puisse le mettre à sa guise dans l'assiette. Alors moi, je vous suggère, en tout cas ça c'est mon avis, c'est de ne pas en mettre dans le potage, de manière à laisser à chacun le soin d'en mettre à sa guise dans l'assiette, d'en mettre plus, d'en mettre moins, et puis vous mélangez de manière à avoir je dirais, l'homogénéité que vous souhaitez. Alors, si maintenant vous faites votre pistou avec un petit mixeur, hein, un petit mixeur, je dirais, de type cutter par exemple, qu'on trouve de plus en plus dans le commerce, ben vous mettez évidemment au départ votre ail, vous mettez vos feuilles de basilic, vous montez avec l'huile, et alors je suggère par contre, c'est qu'au lieu de mettre la tomate pour faire une espèce de mixture qui n'aura plus de typicité, c'est de mettre la tomate en petits cubes à la fin, de manière à ce que la tomate apparaisse encore en cube dans votre assiette, ce sera plus joli. Bien entendu, vous salez, vous poivrez à votre guise. Alors, est-ce que le potage est terminé? Quasiment. Le potage se termine avec adjonction de fromage, et là, à ce moment-là, vous pouvez le mettre sous deux formes, soit un fromage de type fromage moulu, un peu type parmesan, ou, comme c'est traditionnellement le cas dans le Midi, plutôt un fromage de type râpé, fromage emmental, fromage gruyère, fromage comté. C'est souvent comme ça qu'on préconise de mettre le fromage plutôt que de type à l'italienne. Ça doit bien sûr se manger brûlant, et ça se mange au minimum, je dirais, 2 assiettes, parce qu'une seule, ce ne serait pas se faire plaisir. Donc on verse le fromage et puis on rajoute le pistou? Non. On met d'abord le potage, ensuite on ajoute le pistou à sa guise, oui. Et puis on termine en parsemant l'ensemble avec du fromage râpé. Ok. Et après, on mélange le tout pour déguster. Miam miam. Miam miam, ça donne envie, hein. Oui, mais il y a quand même beaucoup de haricots là-dedans. Ah ben c'est un potage qui est quasiment exclusivement à base de haricots et de féculents, hein. Il y a pas d'effet secondaire avec ça? Ben en principe, quand les haricots sont bien cuits, il n'y a pas d'effet secondaire, hein. Ah, c'est ça. Donc bien cuire ces haricots pour éviter que... Ah oui. Oui, ok. Ça va. Cool. Et alors, ça se mange en plat principal Ça se mange en plat principal le soir, après avoir pris l'apéro, hein, on prend le potage sous forme de pistou, de soupe au pistou, et puis après, ben, on mange éventuellement un petit dessert, hein, à base de fruits de saison, et on a un repas complet, équilibré pour aller coucher. Et avec ça, on peut garder... Qu'est-ce qu'on peut boire? Oui, qu'est-ce qu'on peut boire déjà? Ah, ben qu'est-ce qu'on peut boire? Ben tiens. Petit vin de Provence? Comme on est en Provence, vous prenez un beau rosé de Provence bien frais, et je crois que ce sera l'idéal, ben un vin blanc pourrait convenir, hein. Un petit vin blanc? Sec? Le rosé, quand même, le vin à tout faire, hein. Oui. Parce que vous contentez peut-être, je ne dis pas tous les amateurs de vin rouge, mais vous contentez certainement les amateurs de vin blanc. Et puis, ça fait quand même très couleur locale de boire un rosé de Provence bien frais, tout en mangeant un potage bien chaud. Et l'avantage, c'est qu'il est très facile de retirer l'élément animal, donc ça convient aussi aux végétariens. Ah ben vous retirez la viande, le lard, et c'est très facile, les végétariens peuvent en manger, il n'y a pas de problème. On peut éventuellement mettre les lardons à part? On pourrait mettre les lardons à part si on a des végétariens ou des véganes dans son entourage. Voilà, fromage et lardons à part, et puis voilà, tout le monde peut oui, manger à ce moment-là, comme le fromage est à part, de toute façon, il n'y a pas de problème, n'en prend que qui veut, hein. Mais c'est quand même, c'est pas un potage un peu trop quand même assez consistant, non? Ah, c'est un potage consistant. Ce n'est pas ce qu'on appelle un potage clair, hein. Vous avez à l'opposé ce qu'on appelle le potage cultivateur ou la soupe cultivateur, où là vous avez toute une série de légumes qui ont été taillés et cuits dans un bouillon. Mais là, on peut manger, je dirais, le potage d'abord en prenant sa partie claire, et puis manger éventuellement les légumes après. Ici, on n'a quasiment pas le choix, on doit manger les deux en même temps. La partie claire et la partie solide, hein, se mangent en même temps. Oui, mais après une bonne journée d'été comme ça où il a fait 33, 34 degrés, ça doit bien le faire, non? Mais c'est-à-dire que on est censé manger ce potage-là quand il commence à faire un petit peu plus frais le soir, hein, quand le soleil est couché, et que, comment dirais-je moi, qu'on a envie de manger quelque chose de revigorant parce qu'on est allé se balader, on est allé au jeu, on est allé à la mer. Maintenant, c'est un potage qui, rappelons-le, est quand même un potage au départ rural, qui est un potage, disons, ménager, qui est un potage de ferme, qui est un potage de campagne. Alors, avec nos habitudes alimentaires actuelles, une dame va préférer manger un poisson vapeur avec une petite salade, évidemment, par rapport à la soupe pistou.
Là, on est bien d'accord que ça ne correspond plus forcément au canon culinaire de ce que nous apprécions actuellement. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne puisse pas en faire une fois ou deux fois sur la saison, par exemple. On va encore te reprocher de faire des recettes poussiéreuses. Ah oui, mais moi j'aime bien faire les recettes poussiéreuses parce que ce sont des recettes qui ont fait leur preuve. Maintenant, si vous voulez réaliser ce potage-là de manière un petit peu plus fun, ben vous la réalisez en mettant davantage de mouillement au niveau du liquide. Ça, c'est une première chose. Vous taillez vos légumes très correctement, dans des formes, je dirais, des beaux losanges, des beaux petits carrés, etc. Et puis, vous le faites avec moins d'huile d'olive. Vous faites un pistou qui sera un petit peu plus liquide, de manière à ce qu'il soit, disons, plus joli dans l'assiette. Il y a moyen d'ennoblir ce potage-là sans aucun problème. Mais si vous continuez à mettre du lard, évidemment, ce ne sera pas dans les canons de la diététique actuelle. Ça, c'est clair. Le potage originel donc tu nous as donné là, il a l'air assez riche quand même. Il doit être plein d'énergie. Mais il est plein d'énergie parce qu'il fut quand même une époque où les gens avaient des travaux agricoles sur le dos et que la consommation, c'était l'équivalent de 4-5 000 calories par jour pour un homme. Voilà. On est en pleine période de moisson aussi. Faut pas oublier qu'ils avaient besoin d'énergie. C'était une époque où on chargeait les charrettes de paille à la fourche, au bout des bras. Actuellement, on fait des gros rouleaux de 600 kilos, c'est un tracteur qui vient les chercher. Mais à une époque, c'était quand même des travaux qui étaient beaucoup plus pénibles que maintenant. On vient aussi d'une époque, au début du XXe siècle, où la ration, il faut bien se rendre compte, la ration alimentaire d'un homme de travail, c'était un pain de 800 grammes par jour. Donc c'est un pain actuel complet, qui de nos jours mange encore, en plus du reste, en plus des pommes de terre, en plus des légumes, qui mange encore aujourd'hui l'équivalent d'un pain complet sur sa journée. Personne, tout peu de monde en tout cas. Oui. Donc, moi, je me souviens effectivement un jour, il m'est arrivé d'aller aider un fermier à charger des ballots de paille. Il y a une technique particulière pour les lancer. Éviter d'avoir mal au dos. Et puis, oui, c'est surtout pour faire relancer ce ballot de paille au-dessus de ta tête et faire arriver dans la benne. Et c'est des travaux de saison. Et généralement, quand on moissonne jusqu'au point de rosée. Donc c'est généralement après que le soleil se couche. Donc effectivement, ça a tout son sens d'aller manger une soupe après ça, une soupe qui va bien revigorer tout ça, qui va vous redonner tout le glucose que vous avez perdu dans les muscles et qui va vous réhydrater par la même occasion. Comme ça, le lendemain matin, on est reparti pour une journée de travail. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans nos contrées, je vois les moissons commencer ici avec un mois d'avance, mais ils commencent à moissonner dès que le soleil se lève, dès que la rosée a séché. Et généralement, c'est une demi-heure, une heure après que le soleil s'est levé. Ils sont là jusqu'à 11h du soir, avec les phares et les projecteurs, jusque quand ils ne peuvent plus. Jusqu'à quand qu'on essaie d'éviter l'orage qui est annoncé et qui ruinerait toute la récolte. Oui, c'est vrai. Ça, et pour l'instant, il fait très chaud. Je vois ici, dans le pays où j'habite, l'Angleterre, qui normalement est connue pour son été particulièrement humide, qui est très similaire à la Bretagne, en 60 jours, on a eu 1 jour de pluie. C'est incroyable. J'ai des énormes crevasses dans le jardin de tellement la terre. Et l'eau ne manque pas encore. On ne demande pas encore de rationner l'eau, non? Tu sais, les Anglais, ils font pas les choses à moitié quand ils décident d'agir. Donc déjà, il faut qu'ils décident d'agir. Donc après 1976, ils ont commencé à faire plein de lacs artificiels qu'ils appellent réservoirs. En français, ils utilisent le même mot. Et ce sont des grandes étendues d'eau qu'ils utilisent après comme barrages d'agrément, comme on a en Belgique aussi il y a un peu partout avec des sports nautiques dessus. Et en fait, ils utilisent ça comme réserve d'eau pour quand ils ont une sécheresse. Ils ont prévu les réservoirs pour pouvoir passer tout l'été, je crois c'est jusqu'à 6 mois sans pluie. Donc on peut voir venir. On parle tout doucement de faire des restrictions, de poser des restrictions seulement maintenant. Donc, on attend la pluie qui va arriver incessamment sous peu. Bref, il fait chaud. Il fait très chaud et j'espère que vous en profitez et pour justement manger des bonnes recettes de saison. Eh bien, nous allons prendre congé alors là-dessus. Voilà. Bon, mais si tu as tout dit sur le pistou, sur la soupe au pistou, j'ai tout dit. Oui. Dis-moi, l'accompagnement de pistou que tu nous as donné là, à part. Donc là, tu dois rajouter la soupe, mais s'il nous en reste, on peut en faire quelque chose? Du pistou, donc en fait de l'accompagnement. Oui. On peut très bien le mettre sur des pâtes, évidemment. Ah oui. Ou sur une salade? On pourrait le mettre sur une salade, si ce n'est qu'on devrait rajouter un rien de vinaigre puisqu'il n'y a pas d'acide dedans. Ah oui. Ok.
Super. Et ça, c'est pas un problème, hein. On met un petit peu de vinaigre et puis on rajoute le pistou et on aura un assaisonnement de salade, il n'y a pas de problème. Avant de partir, je voulais vous rappeler qu'il nous reste des cuillères par lescuisines.com et que y en a une qui vous attend si vous avez l'envie d'aller nous laisser un avis sur iTunes. Donc vous allez nous laisser des étoiles sur iTunes, vous prenez une capture d'écran, vous nous envoyez ça par email. question@parlescuisines.com, parlescuisines parlercuisine.com. Et vous envoyez donc votre capture d'écran selon comme quoi c'est vous qui avez laissé cet avis-là et vous nous envoyez une adresse. Votre adresse, l'adresse de votre belle-mère ou l'adresse à votre boulot. Et je vous l'envoie sans tarder. Enfin, sans tarder. J'en ai déjà envoyé quelques-unes aux États-Unis, au Canada, en France. Et il y a encore des gens qui me disent... il y a un gars au Canada qui nous a dit ça va, je suis au Canada, vous pouvez l'envoyer. Je dis oui, on vous l'envoie. Pas de souci. On en a assez, c'est gratuit, on vous la donne. Votre avis positif et le fait que vous nous écoutiez, vous passez ce moment avec nous chaque semaine, à nous écouter assidûment, vaut beaucoup plus que tout ce qu'on va mettre là-dedans. Donc ça vaut la peine un petit peu de vous remercier et c'est avec grand plaisir qu'on le fait. N'est-ce pas, Guy ? Tout à fait. Voilà. Donc n'oubliez pas, si vous avez des questions en cuisine, questions@parlescuisines.com, et si vous voulez un accès exclusif à Guy, ou si vous voulez soutenir ce podcast, c'est sur la page Tipeee, tipeee.com/parler-cuisine-podcast. Vous pouvez soutenir notre podcast à partir de 1 € par mois. Comme ça, vous faites partie des heureux donateurs qui soutiennent la production et la pérennité de ce média audio indépendant. Nous ne recevons pas de subsides, hein. On fait ça avec notre temps et avec nos moyens. Donc, votre contribution est toujours bienvenue. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.